ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Donc, hier c'était ma fête et comme j'ai 23 ans, j'ai envie de partager 23 choses que j'ai apprises au cours de mes 23 dernières années. Je sais que je suis jeune, mais je me considère vraiment chanceuse d'avoir appris ces leçons-là à mon âge plutôt que plus tard, parce que c'est vraiment un amalgame de tous les défis que j'ai surmontés, de toutes les épreuves que j'ai passées au travers qui font que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Puis j'en suis 1000 fois reconnaissante parce que même si dans le moment ça m'a fait extrêmement mal, que j'ai eu l'impression que j'allais jamais pouvoir me relever, j'ai toujours voulu continuer à croire en moi, puis à vouloir m'améliorer. C'est vraiment ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment fière de la personne que je suis à 23 ans. Maintenant, je sais aussi qu'il me reste plein de choses à apprendre. J'ai pas fini de grandir, je suis encore très jeune. Mais je trouvais quand même pertinent de te partager ces petites choses-là qui font vraiment une différence dans ma vie. Donc, sans plus attendre, 23 choses que j'ai apprises à 23 ans. Donc, ma leçon numéro 1, ce serait vraiment d'apprendre à reconnaître et à accepter tes erreurs, tout en tirant des leçons. C'est vraiment la manière la plus rapide d'atteindre le succès. Donc, en analysant tes erreurs et en ayant de la compassion avec toi, ça fait en sorte que tu vas vraiment pouvoir regarder cette erreur-là d'un point de vue externe, puis réaliser qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, puis comment est-ce que tu peux te réajuster. En faisant un amalgame de toutes les données que tu vas avoir récoltées en regardant ça, ça va faire en sorte que tu vas te réorienter beaucoup plus clairement vers le but que tu veux atteindre. En développant ton mindset et ta résilience de continuer malgré les défis, tu vas vraiment être le genre de personne qui abandonne pas quand le premier défi se pointe. Puis c'est cette constance-là dans tes actions qui va faire en sorte que c'est sûr que tu vas réussir. Donc, ma leçon numéro 2, c'est que la confiance en soi se bâtit par le courage et non l'inverse. Pendant plusieurs années, j'ai cru que pour avoir du courage, il fallait que tu aies confiance en toi à la base. Par contre, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que c'est tout le contraire. Il faut que tu commences par avoir du courage pour ensuite avoir confiance en toi. Quand tu commences ton processus de te redécouvrir puis de vraiment développer ta confiance en toi, ça signifie que tu vas devoir sortir de ta zone de confort, puis ça, c'est vraiment une situation qui va te mettre mal à l'aise dans le sens que ça va vraiment être inconfortable pour toi. Il y a aussi le fait que dans ces moments-là, c'est de savoir passer par-dessus tes peurs, puis de savoir que c'est de l'autre côté que toute la magie est là. Puis comme je dis souvent, l'action dont tu as le plus peur de prendre, c'est celle dont tu as le plus besoin. La confiance en soi aussi, c'est vraiment comme un muscle. Donc, ça arrive pas du jour au lendemain. Faut vraiment l'entraîner, puis y faire attention. Réaliser aussi que c'est un travail continu, tu n'auras jamais 100% confiance en toi. Puis il y a des moments où on va être plus élevé, il y a des moments où on va être plus basse. C'est vraiment dans ces actes de courage-là, puis de passer par-dessus tes peurs, que tu veux la retrouver puis que tu vas être fier de toi. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve ce courage-là? Mon truc numéro 1, ce serait vraiment de faire une liste de tous tes accomplissements que tu as fait dans ta vie, que ce soit finance, amitié, amour, job, école, peu importe c'est quoi. Tu les écris tous sur une liste, puis ensuite tu relis ça, puis tu réalises à quel point tu as fait beaucoup de choses dont tu peux être fier dans ta vie, que tu vas continuer. Toutes ces choses-là en général, les choses dont on est le plus fier, ce sont des choses où on a dû passer par-dessus notre zone de confort, notre peur et d'aller trouver du courage pour atteindre ça. Donc ça, c'est une preuve que c'est déjà en toi, faut juste que tu le pratiques. Mon deuxième truc, ce serait de faire une liste de femmes inspirantes. Donc pour moi, par exemple, c'est Melanie Ann Layer avec Alpha Femme, Sarah Blakely avec Spanx ou encore Taylor Swift. Puis tu les prends comme modèle d'inspiration. Donc tu regardes tous les défis qu'ils ont eus, puis si eux sont capables de passer au travers, t'es capable de passer au travers parce que le succès des autres font ton succès aussi. Donc, la leçon numéro 3, ce serait vraiment que la seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est toi dans le passé versus toi aujourd'hui. Donc, pendant longtemps, je me suis comparée à des femmes sur les réseaux sociaux qui avaient soit l'appartement que je voulais avoir, la relation que je voulais avoir, le corps parfait que je voulais avoir. Puis, ça me faisait vraiment justement sentir pas bien par rapport à moi-même. Puis, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que c'était de la jalousie. Plain and simple. En tant que tel, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai comme eu un shift en me disant qu'au lieu d'être jalouse de ces femmes-là, je pouvais m'en inspirer parce que comme je l'ai dit il y a quelques secondes, le succès des uns fait en sorte que le succès des autres est possible. Aussi, j'ai compris que je pourrais jamais me comparer à elles parce que de un, on n'a pas le même parcours, de deux, on n'a pas vécu les mêmes défis, puis de trois, lorsque, admettons que je savais tout son parcours, est-ce que moi aussi j'aurais voulu passer par les mêmes épreuves? Puis le fait de voir juste cette personne-là en surface et pas tout le contexte derrière, ça fait en sorte que ça nous met souvent des pressions qui sont vraiment malsaines parce que justement, il nous manque tout l'historique de tout ce dont cette personne est passée au travers pour atteindre ça. C'est vraiment pour ça que je pense qu'on peut prendre inspiration puis être motivé par les autres, mais avoir de la jalousie, ça va nous mener nulle part puis ça nous aide pas, c'est juste nocif pour nous. La seule manière que tu vas atteindre tes objectifs, c'est comparer la personne que tu es aujourd'hui
à la personne que tu étais hier et quel genre de personne est-ce que tu veux être demain par rapport à tes actions. Donc, qu'est-ce que tu peux prendre dans le moment présent pour justement te rapprocher de ce but-là? C'est quoi ton gut feeling sur le prochain step à prendre? Pinterest, là, c'est la meilleure manière d'être inspirée et motivée. Je regarde mon board Pinterest de Dreamboard à chaque jour, puis ça fait juste me motiver à atteindre mes buts, puis le prochain step pour atteindre mon objectif. Donc, une autre chose qui m'aide beaucoup, c'est de faire une liste de ma vie de rêve, admettons, quel genre de vie est-ce que j'aimerais avoir dans un an. Puis ensuite, à partir de cette liste-là, faire une deuxième liste d'actions concrètes que je peux prendre à partir d'aujourd'hui qui peuvent m'aider à me rapprocher de cette vie de rêve pour moi, là. Leçon numéro 4. Apprendre à dire non puis avoir des limites saines et claires, c'est vraiment la plus grande marque de respect que tu pourras avoir envers toi-même. En tant que tel, ça va te permettre de dire oui à ce que tu veux réellement. Ça va te permettre aussi, dans une société où on est beaucoup enclin au people pleasing, de prendre le temps de recharger tes batteries. Si tu n'as pas la capacité mentale de faire quelque chose, c'est beaucoup mieux de prendre le temps de te reposer, de dire non, d'expliquer à la personne merci d'avoir pensé à moi, mais malheureusement ce sera pas possible, que de dire oui à quelque chose que t'as vraiment pas envie de faire, parce qu'ensuite ce que ça bâtit c'est du ressentiment envers les autres, t'as l'impression que les autres t'utilisent, mais c'est exactement ce que tu fais parce qu'en tant que tel, les gens vont continuer à faire ça si tu dis pas que t'as pas envie de le faire, ou pire que ça te rend pas heureuse, puis tu le fais quand même. Je sais que dire non au début ou de refuser d'aider quelqu'un, ça peut paraître méchant, que tu vas te sentir comme si t'étais la pire personne sur terre si tu fais du people pleasing, parce que j'ai été là aussi, mais si les gens deviennent fâchés parce que tu dis non à quelque chose, c'est pas parce que tu devrais dire oui en tant que tel. Si les gens sont fâchés parce que tu dis non, c'est encore une meilleure raison de justement avoir mis tes limites par rapport à ça parce que cette personne-là, elle respecte clairement pas cette décision de ta part. Ça te permet vraiment de conserver ton énergie pour ce qui compte, puis tu réalises aussi que tu peux pas donner de l'eau aux autres quand ton verre toi-même est vide. C'est à partir d'un verre plein que tu vas pas ensuite aider les autres parce que tu vas en avoir assez pour donner et partager ton énergie. Leçon numéro 5. Ton environnement immédiat est une réflexion directe de ton état d'esprit. Ça peut paraître vraiment simple pour plusieurs personnes et hyper logique, mais moi, pendant la majorité des années de ma vie, ma chambre était un bordel. Comme j'avais des boîtes partout, il y avait des choses que je gardais depuis que j'étais jeune. J'avais jamais vraiment fait un vrai ménage de ma chambre. Puis j'avais plein d'affaires qui traînaient partout. Mon garde-robe était un mess. J'avais trop de vêtements, littéralement, ça rentrait plus dans mon garde-robe et mes commodes. Bref, ma chambre était un foutoir affolant comme on le dit. Puis j'ai toujours remarqué que j'avais pas vraiment de motivation, que mon cerveau était un peu foggy, que je me retrouvais pas dans mes choses, puis je manquais en productivité, disons. Puis là, cet été, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fait un énorme ménage de ma chambre. J'ai littéralement jeté, je pense, la moitié, jeté ou donné, parce que j'ai donné une grande majorité de mes choses. Mais je pense que j'ai dû me débarrasser peut-être du 1/3 ou même la moitié des choses que j'avais. Surtout de mes vêtements, j'ai fait un énorme ménage. J'ai vraiment gardé juste l'essentiel. Puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai porté dans la dernière année? Qu'est-ce que je me vois porter encore dans 3 ans? Puis aussi, je me suis demandé quel genre de style est-ce que je vais avoir en ce moment. Donc tout ce qui est par rapport à ça, j'ai vraiment fait un ménage que j'ai donné aussi à un organisme près de chez nous. Une fois que justement j'ai fait ce ménage-là, que ce soit dans mon bureau, dans mon meuble, dans mes vêtements, littéralement ma tête était tellement claire après. Puis je me sentais vraiment plus calme et sereine. Donc c'est fou à dire, mais j'ai vraiment senti une différence qui était le jour et la nuit entre moi avec ma chambre qui était en désordre, pas organisée et en bordel en bref, versus moi maintenant que ma chambre est super propre. Je fais mon lit à chaque matin aussi, c'est un autre truc que j'ai découvert qui m'aide vraiment beaucoup à juste bien commencer ma journée. Et donc avoir un environnement qui est propre, ça va vraiment t'aider à avoir un esprit qui est plus calme, plus clair, puis probablement que tu vas être plus productif aussi. Leçon numéro 6 que je répète assez souvent dans mes entrevues aussi avec mes invités, mais ce sont que les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps influencent grandement la personne que tu es en ce moment. Donc, si tu tiens par exemple avec des personnes qui sont négatives, qui sortent à chaque week-end, qui n'ont pas vraiment de but dans la vie, qui n'ont pas d'ambition, chances are, ça va t'influencer puis tu vas suivre justement ce mouvement parce qu'en tant qu'humain, on est programmé à se conformer au groupe avec lequel on se tient. C'est juste un esprit de survie qu'on a depuis la nuit des temps, parce que sinon, on était en danger de mort si on se retrouvait tout seul. Mais en soi, de nos jours, on a le choix d'être correct tout seul puis de tenir avec qui on veut se tenir. À l'inverse, si tu tiens avec des gens qui sont positifs, qui ont des buts, qui savent où est-ce qu'ils s'en vont, qui sont motivants et inspirants, les chances sont que toi aussi, par la suite, tu vas prendre ces traits de caractère-là, puis tu vas les appliquer dans ta vie en général. Faire un audit des gens qui t'entourent, puis de la manière dont tu t'impactes, ça peut être vraiment une bonne idée pour justement te rapprocher de tes buts, puis avoir des standards aussi, autant pour toi-même que dans tes amitiés. Ça t'aide vraiment à faire un tri de quelles personnes sont les bonnes pour toi. Leçon numéro 7. Si tu sens le besoin de changer une personne,
change de personne. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise après quelques relations amoureuses, mais en soi, j'ai toujours un peu le syndrome de vouloir sauver la personne, que je vois tout le potentiel de ce qui pourrait être pour moi, mais au final, j'ai fait les efforts, j'ai demandé à ce que cette personne le change. Ce que j'ai remarqué à chaque fois, c'est que si cette personne-là a un peu un désir inné et une motivation intrinsèque à changer, ben, elle va pas changer parce que tu lui demandes. Puis en même temps, c'est aussi une marque de respect envers toi-même. Tu fais savoir qu'est-ce que tu veux dans ta relation, tes attentes, tes besoins. Puis si cette personne-là est pas capable de te le donner, même après plusieurs reprises de lui demander, change de personne. Cette personne-là va jamais changer pour toi. Peut-être qu'un jour, elle va avoir ce caractère que tu voulais, mais si en ce moment elle n'est pas capable de te le donner, perds pas ton temps à essayer de changer la personne parce que c'est tellement une perte d'énergie que tu pourrais mettre ailleurs dans une personne qui serait parfaite pour toi. Donc, si tu as vraiment besoin de changer la personne puis tu te sens pas heureuse, change de personne. Parce qu'il y a une personne dans le monde qui va vraiment savoir te reconnaître à ta valeur, qui va respecter tes attentes, tes besoins et tout ce que tu souhaites. C'est pas cette personne-là si elle est pas prête à changer. Donc, leçon numéro 8, pour moi, c'est vraiment que le journaling est la manière la plus efficace de dealer avec nos émotions qui sont intenses. Je sais, j'en parle à chaque vidéo, j'en parle à chaque fois, mais je pense que je suis la plus grande advocate du journaling dans la vie. J'adore ça, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je suis une fille qui adore écrire aussi. J'ai un blog pour ceux d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, que je vais mettre en description. Mais en soi, le journaling, quand j'ai des émotions qui sont vraiment intenses, ça me permet de juste vraiment tout mettre ce que je ressens sur papier sans jugement. Je sais que personne va lire ça après ça par moi-même, donc je me laisse vraiment aller. Ça fait en sorte que je peux en fait faire une rétrospection, puis avoir une idée vraiment plus claire et objective sur la situation qui s'est passée, au lieu de réagir directement sur le coup, puis de prendre action que je vais probablement regretter plus tard. Puis si pour toi, par exemple, tu dis que tu détestes écrire, le journaling c'est pas pour toi, moi ce que je fais aussi des fois quand j'ai trop de trucs dans ma tête, puis que j'ai l'impression que écrire ça va pas suivre mon train de pensée, si je peux dire. Je m'enregistre sur mon téléphone, comme si je parlais à ma meilleure amie en lui expliquant toute la situation, puis comment je me sens, puis qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi est-ce que je me sens fâchée, pourquoi est-ce que je me sens triste. Puis des fois aussi, ce que je fais, c'est que j'imagine qu'est-ce qu'elle me dirait dans cette situation-là. Donc ça m'aide aussi un peu à avoir une perspective objective, si je peux dire. De poser des questions puis y répondre, c'est vraiment aussi une bonne manière que j'aime bien pour réfléchir aux choses qui me tracassent. Mais c'est ça. Donc, enregistre-toi sur ton téléphone, fais comme si tu parlais à ta meilleure amie, puis je te garantis qu'après, ça va être comme si un poids avait été enlevé de tes épaules, puis tu vas avoir une décision beaucoup plus objective que celle que tu aurais eue sur le coup, et tu auras moins de regrets. Leçon numéro 9, c'est que sortir de ta zone de confort, c'est vraiment ça qui va créer la magie. Donc, j'en ai parlé dans mon principe numéro 2 qui était que la confiance en soi se bâtit par le courage, mais quand tu sors de ta zone de confort, ça fait vraiment en sorte que tu habitues ton cerveau un peu à te dire que lorsque tu fais des nouvelles choses, tu vas avoir ce sentiment de confiance en toi parce que tu sais que peu importe ce qui va arriver, tu vas être correct. Puis, si en sortant de ta zone de confort, au fur et à mesure, tu vas développer aussi ce sentiment de fierté envers toi-même parce que tu réussis à passer par-dessus tes peurs. Puis t'es plus forte que les excuses que ton cerveau te fait. Quand t'as l'impression que ton cerveau cherche à te protéger, parce que la zone de confort, c'est exactement ça, c'est parce que c'est quelque chose auquel t'es habitué, c'est sécuritaire, c'est confortable. Tu peux juste observer tes pensées, sans les juger, puis te dire, ok, je me sens comme ça, c'est correct, je comprends le sentiment de peur, je comprends que c'est inconfortable, mais je choisis quand même d'aller par-dessus mes peurs, parce que je sais que c'est exactement ça dont j'ai besoin. Le but, c'est vraiment de sortir de cette zone de confort-là parce que c'est exactement de l'autre côté que tout ce que tu veux en fait se trouve. Donc, leçon numéro 10, c'est que tout ce que tu désires est littéralement possible pour toi. Ta seule limite, c'est les pensées que tu as. Donc, la raison pour laquelle tu es la personne que tu es en ce moment est grâce ou à cause des pensées que tu as depuis des années. Donc, les raisons pour lesquelles nos pensées forment notre réalité, c'est qu'on se les répète encore et encore, puis ça devient comme une réalité dans notre vie et ben on les implémente en nous. Donc si t'es une personne qui se dit tout le temps qu'elle est pas capable de se faire des amis, qu'elle a pas des amitiés enrichissantes, ben chances are tu vas être une personne qui va pas avoir des amitiés enrichissantes. Par contre, de l'autre côté, si tu commences à reformuler puis que tu attrapes cette pensée-là qui est négative, que tu te dis ok, comment est-ce que je pourrais reformuler ça en une pensée qui va m'aider puis qui va me pousser vers le genre de personne que j'aimerais être. Donc ça, c'est de la reformulation de pensée limitante en pensée positive. Puis, en tant que tel, un genre d'affirmation que tu pourrais faire, c'est que je me fais des amis hyper facilement et tout le monde adore être avec moi. Donc, en tant que tel, quand tu vas commencer à justement vraiment réfléchir à tes nouvelles affirmations, ça va faire en sorte que ton cerveau va commencer à les assimiler, puis tu vas reprogrammer ton subconscient à
chercher des opportunités qui vont être en accord avec cette nouvelle affirmation-là pour toi. Puis tu vas réaliser que peu à peu, tu te rapproches de cette version-là, puis tu vas réaliser que tu es vraiment beaucoup plus alerte sur les opportunités qui s'offrent à toi pour devenir ce genre de personne. Donc, mon conseil, ce serait de faire une liste de toutes tes pensées limitantes que t'aimes pas, que t'as l'impression qu'ils t'aident pas, puis de les reformuler en pensées positives qui, eux, sont plus empowering envers toi, puis de te les répéter à chaque matin puis à chaque soir. Je sais qu'au début, ça va être vraiment awkward, t'as l'impression que ça va mener nulle part, mais essaie de le faire pendant un mois, puis on s'en reparle après. Donc, leçon numéro 11, ce serait que tu as le droit de vouloir t'améliorer, mais tout de même t'aimer profondément. J'ai l'impression qu'on a un peu cette fausse croyance dans notre culture que si jamais tu veux changer, ben c'est parce que tu t'aimes pas ou quoi que ce soit, mais en tant que tel, non, les deux sont pas mutuellement exclusifs. C'est comme, en ce moment, j'adore mon corps, mais est-ce que je souhaite m'entraîner quand même? Oui, parce que j'ai envie d'être plus en santé, j'ai envie de me sentir plus forte, j'ai envie de me sentir plus dynamique. J'ai envie de tourner mon corps pour justement avoir plus de force. Puis souvent, j'ai l'impression qu'on va se faire bâcher parce qu'on est comme « Oh non, mais t'as tellement un beau corps, pourquoi est-ce que tu veux le changer? Pourquoi est-ce que je devrais m'empêcher de vouloir m'améliorer parce que je suis confortable où est-ce que je suis en ce moment? » That's not the way things work. Donc, c'est pas parce que justement tu t'aimes pas que t'as envie de t'améliorer, puis en fait, c'est exactement ça que tu devrais faire. Tu devrais tellement t'aimer que tu sais qu'il y aura toujours un autre niveau que tu peux atteindre pour ton bien-être, puis vraiment, strive for excellence. C'est ça, j'en parlais avec ma meilleure amie l'autre jour, puis on se disait pourquoi se contenter de ce qu'on a déjà. On peut avoir vraiment beaucoup de gratitude, mais on peut aussi chercher à vouloir s'améliorer constamment tout en s'adorant profondément. Puis aussi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que justement, ta confiance en toi, ça devrait être bâti sur des aspects qui sont intrinsèques à toi plutôt que des aspects qui vont être externes. Donc, par exemple, si ta confiance en toi est juste basée sur ton physique, ben si tu le perds un jour, ta confiance en toi va être où? Tandis que si tu te bases sur ta personnalité, sur quoi tu es capable, sur tes capacités, ben en tant que tel, peu importe ce que tu vas perdre qui est matériel, qui est externe à toi, tu vas toujours avoir cette confiance en toi, puis tu vas toujours te relever. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas réussir dans la vie. Leçon numéro 12. La manière dont quelqu'un réagit en dit plus sur elle que sur toi. Donc, dans les réseaux sociaux de nos jours, je vois tellement de gens qui bâchent les autres, qui doivent mettre des commentaires négatifs ou méchants sous les posts des autres parce qu'ils se sont sentis triggered ou quoi que ce soit, tandis que cette personne-là fait juste vivre sa vie. Pour vrai, moi, ça vient me chercher parce que c'est tellement une perte d'énergie incroyable, perdre du temps, avoir des pensées négatives par rapport aux autres, tandis que la seule personne sur qui tu devrais te focusser, c'est toi-même. Et si t'es autant pas bien dans ta peau pour aller intimider des gens, avoir des commentaires négatifs, c'est vraiment de guérir en premier, puis de recevoir beaucoup d'amour, parce que clairement, ces personnes-là, c'est ce dont ils manquent. Puis chaque fois que quelqu'un va chercher à te rabaisser, une personne qui a réellement confiance en elle et qui s'aime, va jamais perdre son temps à aller rabaisser une autre personne. Les gens qui font ça, c'est parce qu'ils sont tellement mal par rapport à eux-mêmes qu'ils doivent, dès qu'ils voient quelqu'un qui sont heureux et qui rayonnent, les rabaisser à leur niveau parce que eux, ça vient les chercher, puis ils se demandent comment est-ce que quelqu'un peut se sentir aussi heureux alors que moi, je me sens pas bien. Donc, les seules choses à faire en général quand ce genre de commentaires arrive, c'est d'envoyer vraiment beaucoup d'amour à cette personne-là puis de souhaiter de guérir parce que c'est la seule chose dont ils ont besoin. C'est jamais par rapport à toi, arrête jamais d'être heureuse, de faire ce qui te donne le plus de joie et tout ça, de dire ce que t'as envie de dire parce que t'as pas à focuser sur ces personnes-là, t'as juste à focuser sur toi-même. Donc, leçon numéro 13, c'est que rejection equals redirection. Un rejet égale redirection, sinon. Mais ça, en tant que tel, j'en ai beaucoup parlé dans les derniers mois. Puis, c'est un concept qui m'a vraiment permis aussi de développer ma résilience parce que peu importe quand il y avait des moments difficiles ou qu'il y avait une situation que je voulais vraiment qui arrive, mais qui est tombée à l'eau, le fait que je me suis dit que c'était parce qu'il y avait quelque chose d'encore mieux pour moi, ça m'a vraiment permis de me raccrocher au fait que je dois avoir confiance en la vie, l'univers, peu importe comment tu veux appeler ça. Et à chaque fois que ça m'est arrivé quelque chose comme ça, je le voyais pas tout de suite, mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était vraiment pour me protéger puis de m'offrir quelque chose qui était encore mieux que ce que je voulais à la base puis que je pouvais même pas imaginer pour moi-même. Donc, je suis sûre que tu peux aussi penser à des moments comme ça qui te sont arrivés dans ta vie où tu pensais que cette nouvelle job, la maison ou le partenaire de tes rêves était arrivé. Puis ensuite, ça tombe à l'eau, ça fonctionne pas, t'es détruit. Mais plus tard, tu réalises que tout ça est arrivé parce qu'il y avait un autre blessing derrière qui s'en venait pour toi. Donc, leçon numéro 14, c'est que tes routines et tes habitudes déterminent ton futur. On a tous vu les livres sur les routines, on sait tous que les CEO ont leur morning routine ou les night routines, on voit plein de vidéos comme ça sur YouTube. Mais en soi, honnêtement, c'est tellement vrai parce que avoir des routines et des habitudes, ça fait en sorte que tu vas pouvoir avoir de la constance par rapport à la personne que tu veux être. En fait, les habitudes comme, mettons, lire un livre chaque jour, ouais,
lire des pages d'un livre chaque jour, aller au gym, faire son skincare, ça fait en sorte que c'est comme les intérêts cumulés, ok? Plus tu le fais, plus tu vas avoir des résultats sur le long terme, puis plus ils vont se maintenir par la suite. En ayant des routines, ça te permet aussi d'avoir le contrôle sur ta journée, parce que comme on le dit, you either run the day or the day runs you. Donc moi, par exemple, ma morning routine, c'est que je me lève, je remplis mon 5-minute journal à chaque matin, ensuite je vais lire mes affirmations. Je vais prendre une marche pour prendre mon café, pour profiter de l'air dehors parce que souvent l'été il fait beau le matin, c'est mon moment préféré, il fallait prendre une bonne marche de 30-45 minutes. Puis vraiment réfléchir à ma journée, quel genre d'intention que je veux mettre, puis quels sont mes objectifs de la journée. Puis ensuite je reviens à la maison, je prends mes suppléments, je fais mon lit puis je commence ma journée. Puis lorsque j'ai un nouveau projet ou une nouvelle habitude que je veux incorporer, souvent je vais me faire une liste d'actions concrètes que je peux prendre. Puis ça peut être commencer plus petit puis ensuite faire ça plus gros, comme par exemple si jamais tu veux commencer à lire un livre, tu peux commencer par dire comme objectif: t'aimerais ça lire 5 pages par jour. Le plus facile, c'est souvent de coller cette habitude-là à une autre que tu as déjà qui est automatique, comme par exemple brosser tes dents. Donc, ce que tu peux faire, c'est à chaque fois que tu te brosses les dents, tout de suite après, tu prends ton livre, tu lis ton 5 pages, c'est fait. Puis là, au fil du temps, ça va se mettre à être un automatisme parce que tu vas te répéter. Et au final, peut-être que des fois, tu vas te mettre à lire des 15 pages par jour, puis ensuite des 20 pages. Donc, en bref, une routine, ça te permet de garder le contrôle sur ta journée et, du même fait, d'être plus productif. Donc, leçon numéro 15, ce serait que l'apprentissage continu, c'est vraiment une force qui est énorme. Donc, je sais, je viens de sortir de l'université, souvent on associe apprentissage à études. Puis, études était une partie, ma foi, très déplaisante pour nos étudiants, même si on a eu la chance d'aller à l'école, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui veulent faire cette chance-là, et j'en suis mille fois reconnaissante pour, mais reste que la partie d'études était souvent très chiante. Donc par contre, c'est justement lorsque t'es plus à l'école que ça devient encore plus important de t'éduquer et d'apprendre parce qu'on vit dans un monde qui est en constant changement. Puis aussi, le fait d'apprendre, ça fait en sorte que ça travaille la plasticité de ton cerveau. Donc le cerveau en tant que tel, c'est un organe qui va évoluer pendant toute notre vie. Puis la plasticité, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va soit développer des nouvelles connexions entre nos neurones, et tes connexions neuronales existantes peuvent soit se défaire, se renforcer ou s'affaiblir. Et ce concept-là, on l'appelle neuroplasticité. Donc cette neuroplasticité-là, elle est aussi responsable de récupérer après des traumas que tu auras vécus, mais aussi elle est responsable de réduire l'impact des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le TDA ou encore la dyslexie. C'est pourquoi apprendre des nouvelles choses tout au long de notre vie peut vraiment nous aider dans toutes les sphères auxquelles on peut penser, et surtout sur le long terme. Puis aussi, apprendre fait en sorte que tu vas avoir plus confiance en toi parce que c'est de quoi tu parles dans des conversations, puis ça va être plus facile d'aller vers les autres et communiquer. Donc, leçon numéro 16, c'est que développer ta résilience, c'est vraiment la clé du succès. Donc, en tant que tel dans la vie, il va y avoir des moments qui sont vraiment plus difficiles que d'autres, puis tu vas avoir l'impression que tu pourras jamais te relever, puis que tu es au fond du trou, que c'est la fin du monde, mais en tant que tel, quand tu as un mindset comme la résilience, ça va faire en sorte que tu apprends à regarder les défis sous un nouvel œil, puis à vraiment te demander qu'est-ce que tu peux apprendre de ce défi-là, comment est-ce que tu peux avancer, puis ça t'apprend aussi à garder la motivation et la discipline en fait de continuer malgré les obstacles que tu vas rencontrer. Faut que tu te concentres sur le fait que tu vas être heureux un jour, tu vas retrouver cette joie de vivre, tu vas avoir du bonheur, tu vas encore être correct, mais la résilience, ça te permet d'avoir un mindset qui va te sauver dans beaucoup de situations. C'est ça qui va te permettre de continuer malgré le fait que tu as l'impression que tu vas jamais te relever. Puis c'est justement en faisant les petites actions à chaque jour. L'important, c'est juste de jamais abandonner puis de trouver le courage d'avancer parce que tous nos rêves sont au bout du tunnel. Il faut juste trouver le courage de continuer à avancer et de persévérer. Donc, leçon numéro 17, c'est que célébrer nos petits accomplissements sont tout aussi importants que de célébrer nos grands accomplissements. Donc, dans la vie, j'ai l'impression qu'on attend toujours cette certaine opportunité, qu'on ait atteint le gros bout du défi qu'on s'était donné. Mais en tant que tel, souvent, ça va faire en sorte qu'on va passer à côté des petits moments dans la vie qui valent vraiment la peine d'être célébrés et chéris, parce qu'on s'entend, le moment présent, c'est tout ce qui compte réellement, parce qu'un présent n'est jamais garant du futur. En célébrant tes petits accomplissements, ça peut être aussi simple que n'importe quel shape que tu peux imaginer, ok? Puis là, tu te donnes comme action d'aller au gym 4 fois par semaine. Ben, après un mois, 4 fois par semaine que tu es allé au gym, ben ça vaut la peine d'être célébré en tant que tel. Donc juste en remettant toutes les petites célébrations plus tard, ça fait en sorte que souvent on peut passer à côté de moments qui peuvent être absolument incroyables puis qu'on va se rappeler toute notre vie. Et que ce soit, admettons, que tu sois allé au gym 4 fois cette semaine, pendant un mois, que tu aies réussi un nouveau défi au travail, ou bien encore que tu aies appris 150 mots dans une nouvelle langue que tu essaies d'apprendre. Puis c'est juste vraiment de profiter de tous ces petits moments de la vie, de rien prendre pour acquis parce que ça peut être parti en 5 secondes puis on ne le réalise même pas. Donc prendre le temps de se poser, célébrer tes accomplissements, aussi petits soient-ils, c'est vraiment pour moi important dans ma vie parce que aussi je veux faire en sorte que tous les moments que j'ai vécus, qu'ils soient difficiles ou pas,
je vais en avoir profité, puis à la fin, je vais regarder ma vie sans regret, puis je vais être vraiment fière de tout ce que j'ai accompli. Donc, leçon numéro 18, ça peut sembler contre-intuitif ce que je vais te dire, mais prendre le temps de se reposer, c'est des fois la chose la plus productive que tu pourrais faire. Donc, on vit dans une société qui prône beaucoup justement le fait d'être productif, d'être tout le temps sur le grind. En soi, ok, on n'est pas des machines, on n'est pas programmé pour exécuter à chaque jour, puis de runner n'importe quand, on n'est pas branché à une source d'énergie infinie. Souvent, quand on se noie dans notre travail, puis on a l'impression que justement notre tête va exploser, qu'on est trop fatigué pour faire quoi que ce soit, qu'on se sent plus bien par rapport à nous-mêmes, la chose la plus saine que tu préfères, c'est de prendre du temps pour te reposer. Puis ça peut être aussi simple que tu vas aller lire un livre, tu vas aller prendre un bain, tu vas aller prendre une marche, tu vas prendre une sieste, peu importe c'est quoi. L'important c'est que tu prennes soin de toi puis que tu mettes ton bien-être de l'avant. Puis la santé mentale, c'est aussi un sujet que je trouve hyper important dans la société et dont on parle pas assez parce que ça nous touche tous et toutes. C'est comme aller à l'hôpital, c'est facile justement parce qu'on le dit tout le temps. Tu peux voir si t'as le bras cassé, c'est directement devant toi, mais la maladie mentale, elle a pas une face, on peut pas la reconnaître par rapport. On peut pas regarder quelqu'un puis dire ah, cette personne-là a souffert de la dépression en ce moment. Ou cette personne-là, elle a une anxiété chronique. Ou bien cette personne-là fait de l'anxiété sociale. On peut jamais le savoir. Puis, dans une société qui veut souvent mettre de côté ou marginaliser les gens qui en parlent, je trouve ça absolument déplorable parce qu'on en souffre tous. Puis le fait qu'on mette ça de côté, ben, ça nous nuit tous en fait. Donc prendre le temps de se reposer, prendre du temps pour ta santé mentale, prendre du temps pour toi, c'est la chose la plus productive parce que sur le long terme, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir retourner à ton emploi, à tes objectifs. Même si t'as pas coché toute ta to-do list aujourd'hui, c'est vraiment pas la fin du monde. Il y a des journées où juste se lever le matin, honnêtement, c'est le plus grand acte pour toi-même que tu préfères. Leçon numéro 19 avec laquelle j'ai struggle pendant beaucoup d'années, c'est d'accepter le fait que c'est pas tout le monde qui va t'aimer. Donc quand j'étais jeune, moi j'étais une fille qui plaçait beaucoup ma valeur dans les yeux des autres. Pour moi, être populaire, avoir beaucoup d'amis, que tout le monde t'aime, c'était parce que t'es une personne qui a une valeur. Donc si jamais j'avais des amis qui m'aimaient pas, si j'avais des gens qui parlaient dans mon dos, j'allais automatiquement me sentir attaquée puis comme si j'étais la pire personne sur Terre puis que je méritais pas d'être sur Terre. Hi, no! Puis avec le temps, ce que j'ai réalisé justement, c'est que en voulant plaire à toutes ces personnes-là, puis en me changeant, en n'étant pas authentique pour juste pas être jugée, parler dans mon dos, rire de moi ou quoi que ce soit, ça fait en sorte que moi-même, j'étais pas heureuse. Et c'était juste un cycle vicieux. Donc, du moment où j'ai commencé à m'assumer pleinement, puis d'être authentique à moi-même, ça a juste fait en sorte que après ça, ben, des gens ne pouvaient plus me marcher dessus parce que j'assumais entièrement la personne que j'étais. Puis, les personnes qui voulaient pas être amies avec moi, ben, moi, j'étais totalement ok avec ça parce que si t'es pas capable de m'accepter pour qui je suis, c'est pas à moi de changer pour toi. Puis les gens qui sont avec moi aujourd'hui, je peux te garantir que ce sont les relations les plus riches que j'ai eues. C'est tellement le fun d'être avec mes amis. On se soutient les unes les autres, on s'inspire, on se motive. Puis j'ai envie de changer aucune d'elles, puis aucune d'elles a envie de me changer, ce qui est littéralement la base de toute relation. T'as pas à changer pour aucune personne, reste toi-même, je te garantis. Les personnes qui sont faites pour être avec toi vont te trouver et ça va être les plus belles relations que tu vas pouvoir avoir. Donc, ma leçon numéro 20, c'est If I'm too much, go find less. Tu sais, dans la vie, je me suis souvent fait dire que j'étais trop loud, que je riais trop fort, que je parlais trop fort, que j'étais trop passionnée, que j'étais trop bassée, que j'étais trop. N'importe quoi, que j'étais trop. Au début, ça m'a vraiment blessée parce que j'étais comme, ah, je devrais justement me tone down pour rentrer, pour fill in the mold. Mais non, tu sais, t'as pas diminué pour faire sentir mieux les gens. Si les gens ont pas envie d'être avec toi, que eux partent, mais c'est pas à toi de diminuer ta lumière, ta joie de vivre, ta passion, tout ça, tout ce qui fait en sorte que t'es toi, t'as pas à changer ça pour les autres. Ces commentaires-là, des fois, si tu me suis en général, ça se peut que tu les aies déjà entendus aussi, puis que sur le coup, on se soit dit qu'on devait se diminuer pour pas intimider les autres puis les faire sentir mal. Puis juste, honnêtement, continue à être toi-même, peu importe c'est quoi les commentaires, parce que c'est comme ça que tu vas t'épanouir pleinement et que tu vas vivre une vie qui est authentique à toi puis qui te rend réellement heureuse. C'est surtout quand on essaie de se conformer après ça à tous les commentaires qu'on entend, qu'on commence à se rabaisser puis qu'on se dit qu'on n'est pas assez bonne, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez n'importe quoi. Mais c'est totalement faux. T'es assez exactement comme t'es en ce moment, puis t'as pas à changer pour personne parce que les bonnes personnes vont t'apprécier exactement comme t'es. Ma leçon numéro 21, c'est que tu devrais toujours être ta priorité, peu importe dans quel type de relation est-ce que tu es en ce moment. Donc, comme je le disais tantôt, encore une fois, je plaçais ma valeur beaucoup dans les yeux des autres par rapport à ma perception de moi-même, qu'est-ce que je vaux dans la vie, puis à quel point est-ce que je suis bonne.
Mais ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que vu que je m'aimais pas, que je me mettais pas en premier, que je me priorisais pas, que j'avais pas de limite, que je savais pas dire non, ça faisait en sorte que naturellement, j'avais aucune confiance en moi. Puis aussi, c'est le fait que j'avais l'impression que je devais toujours être entourée, que tout le monde m'aime pour que j'ai une valeur et que je sois bien par rapport à moi-même. Mais en fait, en 2020, ce qui a vraiment changé ma perception, c'est quand j'ai entendu parler du solo dating. Puis le solo dating, en fait, comme le nom l'indique, c'est tout ce que tu ferais avec ton ou ta partenaire, mais tout seul. Donc, admettons, ça pourrait être d'aller au restaurant, d'aller dans un café, d'aller magasiner, t'acheter des fleurs, aller dans un bar, partir en voyage, aller à un concert. Tout ça, tu le fais toute seule, puis ça fait en sorte que ça va te permettre d'apprendre à te connaître, de qu'est-ce que tu veux vraiment. Puis ça va créer un sentiment aussi que t'as pas besoin des autres pour te faire sentir bien parce que tu te fais sentir bien toi-même. Puis ce que j'ai remarqué aussi quand t'es seule, c'est que les gens sont tellement gentils avec toi. Les gens vont tellement être plus enclins à te parler. Ça fait en sorte que peut-être que tu vas rencontrer des personnes que t'aurais jamais rencontrées si t'étais allé faire cette activité-là avec une autre personne. Le concept, ça part du fait que si tu dates quelqu'un dans une relation, pourquoi est-ce que tu ne daterais pas toi-même? En tant que tel, t'es la personne qui va passer toute ta vie avec toi. C'est pas ton chum, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas tes amis, c'est toi-même. Donc autant tomber en amour avec toi-même, puis vivre ta meilleure vie, vraiment être correct avec le fait d'être seule. Ça permet aussi de prendre un moment pour toi, puis vraiment faire juste ce que tu veux. Puis ça fait en sorte que dans tes futures relations, puisque tu sais que toi-même t'es capable de te donner exactement tout ce que tu mérites et que t'es bien avec toi-même, t'es bien seule, faut vraiment que la personne soit extraordinaire pour qu'elle puisse être dans ta vie, parce que c'est parce que tu veux qu'elle soit avec toi et non parce que t'as besoin qu'elle soit avec toi. Ma leçon numéro 22, c'est de toujours suivre ton instinct parce qu'il va toujours avoir raison. Dans une société où on vit vraiment pour les calculs, les chiffres et les statistiques, ça peut être difficile de faire confiance à son instinct, puis aussi on nous apprend à l'école à faire confiance à nos côtés rationnels, ce qui est hyper important honnêtement. Mais faire un amalgame de ta pensée rationnelle et ton gut feeling, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu vas prendre les meilleures décisions. Puis juste, chaque décision que j'ai prise par rapport à mon gut feeling, ça a toujours été la bonne pour moi. Peu importe des fois si je pouvais pas nécessairement me l'expliquer rationnellement, je sais que je devais aller dans cette direction-là parce que je le sentais en dedans de moi. Puis chaque fois que j'avais pas écouté cette petite voix-là, honnêtement, les décisions sont allées à l'eau, comme c'était vraiment pas des bonnes décisions, puis je les regrettais à chaque fois. Je te garantis que à chaque fois que tu vas suivre ton gut feeling, ça va être la bonne décision. Alright, donc ma dernière leçon, la leçon numéro 23, c'est que la seule constante dans la vie, c'est le changement. Apprendre à accepter le changement puis vraiment se détacher du résultat, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles à faire dans notre vie, mais en tant que telle, c'est aussi la chose qui va nous aider le plus dans tout notre parcours. Ça fait en sorte que peu importe ce qui arrive, on sait qu'on va être correct, puis la seule chose qui importe, c'est que peu importe à quel point t'es dans le creux en ce moment puis que tu vois pas le top, tu vois pas le bout de la chose, tu sais que le creux est momentané, puis que lorsque t'es en haut aussi de la montagne, que tu vois tout en haut, que c'est magnifique, que ta vie est à couper le souffle, ben ça te permet de l'apprécier tellement plus, d'avoir tellement de gratitude de voir ça parce que tu sais que c'est éphémère, que ça va pas être toujours là. Le fait de se raccrocher au fait que justement il y a rien qui est pour toujours, ça fait en sorte que peu importe t'es où dans ta vie, honnêtement, ça va te remettre tout en perspective et ça va te permettre de continuer. Et en tant que tel, moi ce que je dis toujours c'est if it's not okay, it's not the end. Puis pour moi, ça définit exactement le fait que le changement, c'est la seule constante, puis faut apprendre à se détacher du outcome puis à l'accepter comme il est. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ça. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de tout écrire ces 23 leçons-là, parce qu'en les écrivant, j'ai réalisé à quel point j'ai fait du chemin entre la personne que j'étais il y a peut-être 5 ans et la personne que je suis aujourd'hui. Puis j'en suis vraiment fière. Comme d'habitude, si jamais tu peux t'abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Laisse un commentaire en dessous si jamais une des leçons a le plus résonné pour toi. Puis sur ce, on se voit au prochain épisode.